La proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 met définitivement fin à la présence française dans l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Les dirigeants haïtiens, dès 1804, ont à faire face à des problèmes majeurs. L'économie est complètement dévastée après des années de guerre et surtout après cette guerre totale menée contre l'expédition française de 1802 et qui a abouti à l'indépendance de l'île. Mais cette indépendance n'est pas reconnue internationalement. Donc les dirigeants haïtiens devront se mobiliser pour faire accepter le nouvel État dans un environnement qui lui est hostile. Moins de 3 ans après la proclamation de l'indépendance par Jean-Jacques Dessalines, celui-ci est assassiné le 17 octobre 1806 et le pays va se diviser en deux. D'un côté, l'État d'Haïti qui deviendra le Royaume du Nord avec Christophe jusqu'en 1820. De l'autre, la République d'Haïti avec Pétion qui devient le premier président de cette République. On aura même un troisième État dans le sud d'Haïti avec Rigaud et Borzola. Avec la création de ce nouvel État se pose la question de la circulation des biens et la fourniture de services dans ce pays. Mais pour permettre la circulation des biens, il nous faut ce moyen d'échange. Et le moyen d'échange, c'était la monnaie, comme cela se fait dans tous les pays. Alors pour nous en Haïti, ce que l'on faisait, c'était l'utilisation de la monnaie espagnole. La plupart des pays à l'époque utilisaient donc, des pièces métalliques d'autres pays. Et c'est pour ça qu'en Haïti, vous allez trouver des pièces qui viennent d'Espagne, etc. Parce que ce qui comptait surtout dans le cas de la monnaie métallique, c'était le poids équivalent en argent ou en or de ces pièces. Et donc, toutes ces pièces étaient littéralement monnaie courante dans la plupart des pays, non seulement dans les colonies, mais aussi en Europe. Au moment de l'indépendance, et avec l'embargo qui pesait sur Haïti, avec, disons, un peu l'étouffement, ce qui est passé, il s'est créé la nécessité d'avoir sa propre monnaie pour pouvoir faciliter les échanges à l'intérieur du pays. Le général Jean-Pierre Boyer succède à Alexandre Pétion à la tête de la République d'Haïti. En 1820, après le suicide d'Henri Christophe, il occupe le nord d'Haïti et en 1822, il réunifie toute l'île et désormais, Boyer de 1822 à 1843 va gouverner sur l'ensemble de l'île d'Haïti. En 1825, après des négociations avec la France, le président Jean-Pierre Boyer accepte le principe du paiement d'une indemnité aux colons français en échange de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti. Le paiement de cette indemnité par la République d'Haïti limitera les possibilités de développement du pays pratiquement pendant tout le 19e siècle. Le président Boyer fera voter la première loi sur la création d'une banque nationale en Haïti. Mais on a dû attendre Geffrard en 1860, au départ de Faustin Soulouque, pour voir une autre tentative de création d'une banque et qui elle-même aussi a échoué. Le 16 juin 1874, un arrêté est pris portant création d'une banque nationale et elle est ratifiée par les chambres le 12 août 1874. Le gouvernement Domingue Rameau passe une concession à un citoyen américain, Lazare, pour la création d'une banque. Concessionnaire américain qui montait une banque dite Banque nationale d'Haïti également et qui imprimait du papier-monnaie. D'ailleurs, il y a du papier-monnaie, des billets de 25 centimes, de 50 centimes, de 1 goude et de 5 goudes avec le portrait de Domingue. C'était vraiment son successeur désigné, Septimus Rameau, qui avait fait ce montage. Le local avait été construit, les fonctionnaires avaient été nommés. Tout simplement, la banque n'a pas vraiment fonctionné en tant que telle. D'ailleurs, lors du départ et forcé en exil de Domingue, il y a eu déchoucage du local, pillage de fonds. À ce moment, les billets qui avaient l'image de Domingue circulaient en ville, n'étaient pas signés, parce que tout ça, c'était des billets de caisse non encore mis en circulation. Entre 1804 et 1881, Haïti n'avait pas de banque dans le sens formel du terme. Elle avait des banquiers qui étaient essentiellement de grands commerçants qui eux-mêmes représentaient des banques à l'étranger
des maisons de banque à l'étranger, parce qu'il y avait différents types de banques à l'époque, qui étaient vraiment des maisons dites d'acceptation. C'était des maisons de vente de traite, de vente de chèques. Il n'y avait pas de transfert et télégraphique à l'époque. Et quelqu'un qui voulait acheter une traite pour payer une marchandise à l'étranger se rendait chez un de ces grands commerçants, dit banquier, et qui lui vendait une traite sur telle banque ou telle maison de banque à Paris, au Havre ou à New York, payait une commission, et cette banque, entre guillemets, faisait le change et s'organisait pour assurer le flux de paiement nécessaire pour maintenir les importations haïtiennes à l'époque. À Rennes, ça a été Simmons frère. Le plus grand banquier haïtien, c'était Calistène Fouchard, c'était la maison Fouchard, qui était la maison de banque la plus connue d'Haïti, particulièrement jusqu'à l'époque de Non-Alexis, de Tonton Nord. Le président Salomon, 5 mois après son arrivée au pouvoir, autorise le gouvernement à créer la Banque nationale d'Haïti. Charles Laforesterie, qui a été à l'époque de Domingue chargé d'affaires à Paris et qui avait participé aux négociations de l'emprunt Domingue, est chargé des négociations. Un accord est trouvé avec la Société de crédit industriel et commercial de Paris pour la création de la banque. Cet accord est ratifié par les chambres le 15 septembre 1880 avec la création de la Banque nationale d'Haïti, la BNH. Cette banque est une banque française. Elle a son siège social à Paris. Les actionnaires sont essentiellement français. La nouvelle banque obtient le privilège d'émission de billets de banque sous garantie par encaisse métallique en or et en argent à hauteur d'1/3 de l'émission. L'État haïtien conserve le droit d'émission de pièces métalliques. La nouvelle banque se retrouve donc en position de monopole parce qu'elle est la seule banque commerciale qui opère en Haïti et qu'en même temps, elle est un institut d'émission et caisse centrale du trésor public. La présence de la banque en Haïti va susciter un certain nombre de controverses. On le voit dans les écrits d'auteurs aussi différents que Frédéric Marcelin, qui sera un farouche opposant à la banque. De même, la banque aura aussi ses défenseurs, comme Charles Laforesterie. Frédéric Marcelin a été carrément fielleux. Et de fait, si on regarde le portefeuille de cette banque, les profits que ces banques soutiraient de l'État haïtien, on peut dire carrément, c'était carrément scandaleux, le fonctionnement de cette banque. On reprochait aussi à la banque le fait qu'elle n'avait pas servi à financer l'industrie et le commerce local. Et donc, qu'elle se contentait de prélever des commissions et tout en ayant ce monopole du service de la trésorerie publique. Profitant de l'incendie du ministère des Finances et de ses archives en 1884, 2 hauts fonctionnaires de la banque, l'anglais Coles et le français Cloubet, essaieront de se faire payer de nouveau des mandats déjà payés par le gouvernement. Bon, pour l'affaire des mandats, la Banque nationale d'Haïti, société française, agent trésorier et agent fiscal de l'État haïtien, avait visiblement pas joué son rôle, n'avait pas exercé son rôle de fiduciaire dans le sens classique du terme, dans la mesure où des ordonnances de paiement, ce qu'on appelait des mandats, avaient été payés plusieurs fois. Le même mandat a été payé plusieurs fois par la Banque nationale à des tiers qui étaient visiblement dans un complot de fraude. Et la banque n'a pas joué son rôle et il a fallu que le commissaire du gouvernement puisse intervenir et en remontant l'affaire, ils ont trouvé pas seulement des employés haïtiens et étrangers de la Banque nationale et complices de cette fraude. Ils ont trouvé aussi des commerçants complices de la fraude et des tiers. Ça n'a pas suffi pour changer la nature de la Banque nationale d'Haïti à l'époque. Et comme la banque se cantonnait maintenant davantage à tout simplement jouer le rôle de l'agent fiscal du gouvernement et toucher 1% sur toutes les transactions de dépôt ou de sortie de fonds, en réalité, la banque tout simplement a montré son vrai visage qui n'était pas d'être un agent de modernisation du secteur financier, mais qui était tout simplement un agent fiscal et société française qui touchait des primes sur ce que le gouvernement haïtien recevait comme taxes et payait comme salaire et autres dépenses.
Ça a été le premier scandale. La banque, par sa situation de monopole, disposait de privilèges régaliens face à un État haïtien en pleine crise, soumis au diktat de l'étranger, aux pressions des guerres civiles, des insurrections, et aussi au paiement de réclamations par les commerçants étrangers locaux, appuyés par une diplomatie de la canonnière. C'est sous le gouvernement de Nor-Alexis, en 1904, que la banque connaîtra sa plus grave crise. Le président Nor-Alexis va déclencher la mise en place d'une procédure qui conduira à un procès retentissant où seront mis en accusation les hauts dirigeants de la banque, des hauts fonctionnaires et des ministres haïtiens du gouvernement de Tirésia Simon-Sam qui a précédé le gouvernement de Nor-Alexis. Et c'est ainsi que, pour la première fois en Haïti, dans un procès absolument régulier, l'on révélera toutes les combines, les magouilles et les détournements de fonds qui se sont réalisés au détriment de l'État haïtien. Alors, évidemment, conclusion de ce procès, 3 des ex-consolidats deviendront présidents de la République. Les généraux Tancred Auguste, Cincinnatus Lecomte et plus tard, le dernier président, Villeboin Guillaume Sam, avant l'occupation américaine de juillet 1915. Et même si légalement la Banque nationale d'Haïti, créée sous Salomon, est restée en existence jusqu'en 1910-1911, en réalité, d'un point de vue opérationnel, la banque avait cessé de fonctionner en réalité d'un point de vue journalier depuis l'époque de l'affaire de la consolidation qui avait éclaboussé pas seulement de hauts dignitaires du gouvernement, d'anciens membres de gouvernement, des hommes d'affaires, des concessionnaires et tout ce qu'on connaît qui était dans l'affaire de la consolidation. Mais cette affaire a sonné le glas de la première banque nationale d'Haïti de Salomon. Et cette banque a été remplacée par la BNRH, la Banque nationale de la République d'Haïti, qui a pris le contrôle des opérations et le fonds de commerce de la BNH, de la Banque nationale d'Haïti, en 1910-1911, à l'époque de la création de cette société. La chute de Nor-Alexis et son remplacement par le général Antoine Simon coïncident aussi avec la substitution de la prépondérance française par l'américaine. Qui est venue au moment où la transition vers l'hégémonie américaine de l'hégémonie française se réalisait et se terminait en réalité. Ladenburg Thalmann, qui était un actionnaire de la BNRH à l'époque de sa création, actionnaire minime, en réalité, ce n'est pas la maison mère à Berlin qui était l'actionnaire. L'actionnaire, c'était la maison new-yorkaise de Ladenburg Thalmann. Et donc, les Allemands étaient présents, mais c'était surtout les intérêts américains représentants d'intérêts allemands qui étaient des actionnaires. Et je pense que c'est l'un des éléments d'information qui ne ressort pas, par exemple, d'un classique comme celui de la Banque nationale de Châtelain. Farnham intervenait vraiment à partir de 1908 avec la concession de McDonald's pour le chemin de fer. C'est là qu'on voit le rôle de ce monsieur dit Roger Farnham, qui était le représentant de la Citibank et dans la Caraïbe et dans l'Amérique centrale, mais particulièrement en Haïti, où il avait un rôle extrêmement puissant au niveau des liens et pour la mise en place de cette nouvelle hégémonie. Il représentait la banque, il représentait les concessionnaires comme McDonald's, il représentait le département d'État aussi à certains moments. Maintenant, entre 1910, 11 et 1915, et avec l'occupation américaine qui physiquement se déploie en 1915, la BNRH ne pouvait plus jouer le rôle d'une société française, surtout que l'époque de l'hégémonie française était terminée en Haïti. Le 17 décembre 1914, les marines américains débarquent du bateau Machias et s'emparent des réserves d'or de la BNRH, soit l'équivalent de 500 000 $ qu'ils emmèneront pour les déposer à New York dans les caves de la National City Bank de New York. Après l'assassinat
du président Villebois-Guillaume Sam, les Marines américains débarquent en Haïti et imposent un ordre qui va durer jusqu'en 1934. United States Marines land in Haiti to battle Haitian bandits threatening destruction of American properties, and native bandits quickly head for the hills. This puts immediate end to troubles in populated areas, but Marines prepare to drive into interior and rout the insurgents out. Les principales décisions américaines en Haïti seront d'ordre financier. C'est ainsi qu'ils vont occuper les douanes, suspendre les paiements de la dette extérieure et mettre en place des mécanismes pour régler les conflits avec la BNRH et la Compagnie des chemins de fer. Ils vont ainsi conclure un emprunt en dollars sur le marché américain pour rembourser par anticipation les dettes extérieures en francs et enfin confier le contrôle de la Banque nationale de la République d'Haïti à la National City Bank. La Banque nationale maintenant, entre 1915 et 1919, fait une nouvelle transition. La Citibank, devenue actionnaire de la Banque nationale de la République d'Haïti, commence à négocier avec les actionnaires français. À l'époque, la France sortait de la Première Guerre mondiale affaiblie. Le franc Poincaré d'ailleurs par la suite a connu beaucoup de problèmes. Donc, la Citibank négocie l'achat complet et de la société française et des actionnaires américano-allemands comme Ladenburg Thalmann et devient le seul propriétaire de la Banque nationale de la République d'Haïti à partir de 1921. Donc de 21 à 34, qui correspond aussi à l'apogée de l'occupation américaine ici en Haïti, et de 21 à 34, et la BNRH joue le rôle primordial de banque américaine et de banque d'État, parce qu'elle avait hérité justement le rôle d'agent fiscal de l'État haïtien. Et à partir de 1919, commence à y avoir un intérêt pour que d'autres banques étrangères rentrent en Haïti. C'est ainsi que la Banque royale du Canada a ouvert ses portes en octobre 1919 et devient le principal concurrent de la BNRH, devient le principal concurrent commercial de la BNRH. Et ce sont ces deux banques essentiellement qui dominent l'échiquier financier et bancaire haïtien de 1919, quand la Banque royale a ouvert ses portes, jusqu'à 72, 73 avec l'arrivée des banques étrangères, Citibank, etc., le retour des banques étrangères en Haïti. Et donc, la Citibank, à travers la BNRH, était la banque prédominante d'Haïti de 1921 jusqu'à la haïtianisation, entre guillemets, la vente de la BNRH à l'État haïtien, la convertissant de banque privée, de banque à capitaux privés, à banque entièrement banque d'État. Et cette période de la BNRH, à partir de 1935, en pleine dépression économique mondiale, la BNRH à l'époque a été plutôt gardienne de la monnaie que banque d'intervention pour soutenir une reprise du mouvement économique. Disons qu'elle a maintenu la valeur de la gourde pendant cette période. Elle a pu assurer la convertibilité à taux fixe de la gourde. Mais à partir de 1935, la banque devenant entièrement banque haïtienne à capitaux d'État, de l'État haïtien, il fallait quand même assurer le service de la dette parce que la dette de 1922 n'était pas encore repayée en 1935. Elle a été repayée, sous-estimée avec le fameux programme de libération, dit de libération économique et financière. Et d'ailleurs, entre 1935 et 1948, quand il y a eu la haïtianisation de la banque à ce moment-là, haïtianisation des cadres du conseil d'administration, entre 1935 et 1948, il y avait 1 ou 2 membres américains dans le conseil d'administration de la BNRH. Ces représentants siégeaient au conseil d'administration jusqu'au paiement intégral de cette dette de 1922 qui était restée dans les livres haïtiens et qui avait été d'ailleurs placée par les bons soins de la Citibank à New York. L'élection de Dumas a estimé allait entraîner des changements importants au niveau de la politique financière et surtout au niveau de la BNRH. En 1947, après l'émission d'un emprunt intérieur et le remboursement de la dette 1922-1923,
des changements importants vont être réalisés à la BNRH. 5 ans avant l'échéance prévue dans les contrats, le gouvernement haïtien allait rembourser le 1er octobre 1947 le solde des emprunts extérieurs 1922-1923, mettant ainsi définitivement fin par cette opération au régime du contrôle financier américain. Estimé avait l'ambition de réaliser sur le plan de l'économie un progrès substantiel qui ne serait dû qu'au seul effort national. La loi autorisant l'émission d'un emprunt intérieur serait votée le 10 juillet 1947 à la Chambre et le 12 au Sénat. La loi de juillet 1947 aménageait sur des bases nouvelles le rôle de la Banque nationale de la République d'Haïti dans l'organisation financière du pays. Dans l'histoire de la BNRH, c'est un événement capital puisqu'il donnait à l'État haïtien le contrôle de l'institution. Nous voyons dès maintenant le genre d'agencement administratif nouveau qu'il faudrait réaliser, les équipes de techniciens qu'il faudrait pouvoir associer. Nous savons certainement que sur le plan de la constitution d'une administration du développement économique, il y a énormément à faire, beaucoup de travail encore à abattre. Mais nous ne perdons pas espoir quand même, parce que nous croyons qu'il y a énormément de raisons, énormément de changements qui ont apparu dans la période récente, qui permettent d'augurer que tout ceci pourra se faire. Le gouvernement estimé allait aussi se lancer en 1949-1950 dans la réalisation de l'exposition du bicentenaire. C'était une exposition en vue de relancer le tourisme et de donner à Port-au-Prince une nouvelle façade maritime, le tourisme allant servir de base au développement du pays. Le gouvernement de Magloire va continuer les politiques d'estimé. Chers concitoyens, nous voulons avec vous tous, proches ou lointains, communier dans le souvenir de l'épopée. Mais à partir de 1954, avec le cyclone Hazel qui dévastera Haïti, le gouvernement de Magloire devient impopulaire et finira par tomber en 1956. Magloire devra partir pour l'exil, ouvrant la voie à une autre époque de l'histoire d'Haïti, celle de la dictature des Duvalier, qui durera de 1957 à 1986. La BNRH, à partir de 47-48, haïtianisé complètement, tant dans le capital que dans la gestion au niveau du conseil d'administration, joue son rôle de banque commerciale et son rôle de banque centrale à travers le département dit fiscal. Et ceci dure jusqu'à 1979, quand l'État haïtien prend la décision, et que je qualifierais d'heureuse, parce qu'il faut séparer les fonctions de banque commerciale de banque centrale. Et créer en 1979 la Banque de la République d'Haïti, banque centrale, et de notre côté, la Banque nationale de crédit, banque commerciale. À l'époque de Duvalier, nous avions un système de 5 pour 1. Et donc, la masse monétaire était fixée et vous n'aviez pas de problème de taux de change. Donc, à n'importe quel moment, vous aviez des cours que vous pouviez échanger dollars, etc.
Et donc, ça limitait un peu la masse monétaire. L'État ne pouvait pas littéralement aller imprimer de la monnaie de manière à créer de l'inflation dans le pays. Et donc, l'astuce qui a été trouvée, c'est de faire émettre par certaines institutions de l'État des obligations que, en premier, d'abord, les employés de l'État devaient racheter, et puisqu'on les prenait sur leur salaire, ou de les faire acheter par certaines personnes du privé. Et d'utiliser la banque pour essayer de faire un discount sur ces bons. Donc, et ces bons ne valaient en fait rien du tout. C'est-à-dire que la banque ne pouvait pas se permettre d'encaisser ces bons parce que ça ne correspondait à rien, puisque c'est des bons qui étaient censés être liés à la capacité d'État de rembourser. Et l'État, manifestement, n'avait pas les moyens de rembourser ces bons. Je pense que le ministre des Finances, c'était Hervé Boyer, en 1967, qui ont émis des certificats dits de libération économique. Alors, ça reprenait le thème de libération économique d'Estimé, avec une grande différence. Et la campagne d'Estimé a été réelle. Les fonds ont été utilisés pour rembourser les emprunts américains, vraiment. Et il n'y a pas eu de manipulation, de fraude, de malversation au niveau de cette campagne. Les certificats de libération économique ont été imprimés sur du papier courant, n'ont jamais été enregistrés de façon systématique dans aucun livre de l'État haïtien et constituaient tout simplement une taxe. Parce que quand on dit à quelqu'un « je vous donne un bon », en contrepartie de fonds que vous me donnez et je promets de vous rembourser, si ce n'est pas enregistré, ce n'est pas connu, c'est tout simplement un papier imprimé, coupure de 1 goutte, 2 gouttes, 5 gouttes, 25 gouttes. C'était un papier jaune et des coupures de 100 gouttes aussi à l'époque. Si quelqu'un reçoit ce bon et on lui dit « présentez-le-moi », il n'y avait pas de maturité fixe. Donc, quand maintenant... en 1986, avec le départ en exil de Jean-Claude Duvalier, les deux nouveaux titulaires du ministère des Finances, d'abord Marcel Léger et ensuite Leslie Delatour, ont commencé à recevoir des gens qui venaient avec des boîtes de clés, on les appelait les clés, certificats de libération économique, pour essayer de toucher. Parce que c'était théoriquement un engagement de l'État, et c'était vraiment un engagement de l'État haïtien. Mais c'est un engagement de l'État haïtien pris dans les mêmes conditions que la régie du tabac et tous les autres moyens qu'on connaissait à l'époque de faire les fonds passer par un autre chemin. Donc, aucun gouvernement haïtien n'a pu respecter le paiement, le remboursement. Aucun gouvernement haïtien n'a pu établir quel était le montant de ces certificats de libération économique, dits de libération économique émis. Et la Banque centrale, encore moins dans la mesure où la BNRH n'avait donné aucune garantie pour le remboursement de ces fonds. La Banque populaire Colombo, qui vient vers 55-56 en Haïti et qui ouvre ses portes, ne dure pas très longtemps parce que, je pense qu'il y avait des problèmes de marché, des problèmes de gestion, d'autres problèmes de ce genre. Il y a eu la tentative de Clément Joseph Charles de créer la Banque commerciale d'Haïti, et qui est devenue par la suite, quand elle a été nationalisée, entre guillemets, et reprise par le gouvernement de Duvalier, qui est devenue une agence de la Banque nationale de la République d'Haïti. Et maintenant, avec le début de la période des industries d'exportation en Haïti, et dite industrie d'assemblage, qui remonte à fin 60, début années 70. D'ailleurs, la mission Rockefeller en 69, en pleine dictature à l'époque, et coïncidait aussi avec un regain d'intérêt d'investisseurs américains et petites et moyennes entreprises en général, mais quelques Fortune 500 qui avaient montré un intérêt aussi à investir en Haïti. Et l'essor des industries dites d'assemblage, des industries manufacturières d'exportation, et amène aussi un intérêt certain de banques étrangères à venir s'établir en Haïti. C'est ainsi qu'on voit la Citibank, la First National Bank of Chicago et First National Bank of Boston, la Banque nationale de Paris et la Scotiabank, 5 banques étrangères, ouvrir leurs portes entre 72 et 75. Et la compétition, évidemment, est devenue beaucoup plus féroce et pour la Banque du Canada
et pour la BNRH. L'histoire économique a évolué avec la présence d'autres institutions financières, d'autres institutions bancaires dans le pays. Et là se pose le conflit entre la banque qui est à la fois la banque d'État, et la banque d'État signifie la banque de régulation, et en fait, cette banque aussi servait de banque commerciale pour d'autres activités de circulation, de financement, entreprises et financement de l'État. C'est évident que cette banque de régulation ne peut être à la fois une banque commerciale dans la mesure où cette banque va être en concurrence avec d'autres entités qu'elle est en train de réguler. D'où la nécessité et cette pression non seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Parce qu'au niveau mondial, le système financier évoluait. Et donc la nécessité de séparer la banque nationale, la banque d'État de la banque commerciale devient une exigence. Et c'est pourquoi en 1979, l'État haïtien était obligé, non seulement par rapport au conflit interne de la séparation de cette banque régulatrice et la banque commerciale, mais aussi par la pression des institutions internationales comme le Fonds monétaire international. Et de fait, cette séparation de la banque d'État de la banque commerciale a été opérée en conjonction, en concertation avec les institutions internationales de Bretton Woods. Et c'est de cette manière qu'en 1979, on a eu cette séparation et la BNRH devient la Banque de la République d'Haïti et la Banque nationale de crédit. Il ne faut pas sous-estimer l'impact du Fonds monétaire à la Banque centrale, et ce depuis l'époque de la BNRH. Parce que, Feu Antonio André, l'une de ses forces était ses relations avec le Fonds monétaire. Et il savait que, bon, l'étranger, lui, c'est les grands équilibres qui l'intéressaient. Et s'il y avait des paiements qui étaient faits pour quelque chose qui concernait un membre du pouvoir, ça n'intéressait pas le fonds tout autant que les grands équilibres n'étaient pas mis en danger. Et l'intervention du fonds en Haïti a été constante depuis l'époque vers la fin de François Duvalier jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le Fonds monétaire a un représentant résident en Haïti à la Banque centrale. Le représentant résident du Fonds monétaire a son bureau à la Banque centrale et a le droit par les accords qu'ils ont de recevoir les rapports, de voir les chiffres. Et ça a aidé la Banque centrale aussi à des moments difficiles. Pourquoi? Parce que quand l'État haïtien monétisait, essayait de monétiser ses déficits, et essayait de trouver de l'argent par tous les moyens, et sans contrôle à un certain moment, et c'est les accords avec le fonds qui permettaient à la Banque centrale de dire « Ah, m'baka là, je ne peux pas aller là ». D'ailleurs, la loi haïtienne limitait, la loi de 79, limitait les avances de fonds de la Banque centrale à l'État haïtien à 20% des recettes de l'année antérieure. Bon, ça n'a jamais été respecté à 100%, mais la Banque centrale a utilisé ça pour freiner et les demandes effrénées qui venaient du côté du pouvoir central. Quand ils ont séparé la BNRH en 79 en banque commerciale BNC et banque centrale BRH, et les gens n'ont pas pu faire le distinguo aussi rapidement dans les fonctions, entre les fonctions des deux, parce qu'ils étaient habitués à une banque qui s'appelait BNRH, que tout le monde était les banques nationales. On l'appelait Banque nationale. Et dans la tête des gens, cette banque faisait tout. C'était la banque d'État, mais c'est elle aussi qui faisait des prêts ou des investissements. La Banque nationale de crédit était la première banque haïtienne. Elle a fonctionné dans une situation de monopole pendant un certain temps, de quasi-monopole un peu plus tard, parce qu'il y a eu la présence de la Banque royale du Canada et la Banque de l'Union haïtienne. La Banque nationale de crédit qui va jouer le rôle de banque commerciale, et la BRH, la Banque de la République d'Haïti, qui aura le rôle de contrôler et de superviser l'ensemble des banques commerciales. En réalité, entre 1919 et 1972, la seule banque étrangère, seul coq qui chante, comme on dit en créole, c'était la Banque royale du Canada. À partir de 1972, 5 banques étrangères viennent s'établir, son marché commence à s'effriter, et ce n'est pas par hasard que, entre autres raisons, elle décide de vendre ses actifs à un groupe haïtien, et la Sogebank, en 1985 et avec une date effective en 1986. Donc la BNRH devient BNC et BRH en 1979. Le faciès du secteur bancaire haïtien change et dans la mesure où
les banques étrangères qui commençaient à représenter un poids assez important au niveau des actifs du secteur bancaire. Et entre 86 et 93, la plupart des banques étrangères commencent à replier ou à baisser le niveau de leurs activités. Et avec la vente de la BNP, qui était la dernière, et BNP est la Banque de Boston, et à part la City et la Scotia qui restent, c'est le capital commercial haïtien qui est devenu prédominant dans le secteur bancaire à partir de mi-90. La Unibank ouvre ses portes le 19 juillet 1993 et amène une grosse compétition au niveau du secteur bancaire. À ce moment-là, les banques étrangères restantes, 2 des 4 ont pris la décision de laisser le marché. C'était la BNP et la Banque de Boston. Ça a pris 4-5 ans pour se faire, mais ça s'est fait pendant cette période. Surtout qu'on avait connu la période des coopératives qui jouxtait la crise de la SOCA à certains moments et qui l'antidatait un petit peu, mais qui a continué en parallèle à la même période et qui avait vu, il y a différentes estimations, 50, 80, 100 millions de dollars US disparaître dans ces institutions dites coopératives, qui n'étaient pas de vraies coopératives, qui avaient la forme légale d'une coopérative, mais qui étaient tout simplement des pyramides. C'était comme les coopératives en Albanie à l'époque, les coopératives colombiennes qu'on vient de vivre là durant ces 3-4 dernières années, a remarqué que la Banque centrale n'était pas le régulateur de ces fameuses coopératives financières. Mais le rôle des banques, c'est de s'assurer qu'ils ont une analyse fine et correcte du risque. Et donc il faut voir que la loi ne permet pas souvent de se protéger. Il est très clair qu'une banque qui prend de l'argent des épargnants et qui va le prêter à des entreprises ou à des individus doit s'assurer que le risque inhérent à ces prêts soit couvert et soit jaugé de manière correcte, de manière à ne pas perdre de l'argent. Parce que nous avons déjà vu en Haïti des faillites de banques et qui sont dues à plusieurs choses. Traditionnellement, quand la régulation ne se fait pas de manière correcte, vous avez très souvent dans des banques qui appartiennent à des familles ou à des groupes d'intérêts, des conflits d'intérêts très importants. C'est-à-dire que vous prenez de l'argent des épargnants et vous allez le prêter à votre propre groupe ou à votre famille, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on a vues un petit peu partout. Et le rôle de la Banque centrale, justement, c'est de s'assurer que cette réglementation qu'elle met en place pour surveiller ce système soit suffisamment contraignante pour ne pas générer ce genre de situation. Donc, c'est vrai que dans un pays très, très difficile où l'économie n'est pas très développée, l'industrie n'est pas très développée, les banques vont toujours avoir tendance à prêter à des gens dont ils connaissent très bien le risque, le profil de risque. Et ils vont avoir beaucoup de mal à prêter à des petites ou moyennes entreprises où ce qu'on appelle les sûretés, c'est-à-dire que les hypothèques ou d'autres ne sont pas vraiment des sûretés sérieuses. Il y avait une nouvelle banque qui avait été créée également, qui s'appelait la SOCA Bank, qui a fait faillite par la suite, qui n'a pas duré, et qui a été reprise par la BNC. Et à l'époque, c'était l'une des décisions très sages que la BRH, la Banque centrale, avait prise, qui a évité à Haïti de connaître une crise bancaire. Parce qu'avec cette opération, elle a pu sauvegarder les intérêts des déposants, dans la mesure où les déposants de la SOCA sont devenus des déposants de la BNC. Et la transition a pu se faire malgré l'ampleur de la faillite de cette banque à l'époque. Et ça a été le cas, je pense, et l'un des cas les mieux gérés dans la Caraïbe et dans l'Amérique centrale, d'une mini-crise bancaire qui a été écartée au profit d'une transition par l'absorption de la SOCA par la BNC. Au lendemain du tremblement de terre, la goutte s'est appréciée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de demande pour le dollar, parce que économiquement, et les choses étaient à un point mort dans certains domaines, et la goutte était tombée à 38 gouttes le dollar. Maintenant, après le tremblement de terre, après l'afflux des dollars avec les ONG, avec l'aide internationale, l'eau qu'ils importaient pour donner à notre peuple, etc.,
et toutes les autres choses qu'ils importaient. De bonne foi, je dirais, mais mal géré à l'époque. Tout le cash for work, etc., etc., etc. Et 1 an et demi après, ça a disparu. Et on s'est mis devant, on s'est assis devant une réalité qui est, il y a moins de rentrées de dollars. Et qu'est-ce qui nous a maintenus? C'était les transferts des migrants de la diaspora. Cette année, j'estime 2 milliards de dollars. Parce que dans le secteur formel, le secteur réglementé, régulé, il y a environ 110 millions par mois de transferts. Mais ça n'inclut pas ce qu'on donne aux amis, ce qu'on donne aux pasteurs, à des pasteurs aussi, parce qu'il y a des pasteurs dans ce genre de choses-là. Et je crois qu'on doit être aux alentours de 2 milliards par an. Maintenant, ceci maintient la valeur de la goutte. Si on n'a pas ces 2 milliards, la goutte ne va pas rester à 44 gouttes 50 le dollar. Avec la dégradation de l'économie haïtienne, et cela se fait depuis 30-40 années, si on regarde la balance des paiements de ce pays, la balance des paiements du pays est essentiellement, le déficit de cette balance des paiements est essentiellement comblé par les transferts de la diaspora. Nous avons depuis une quinzaine d'années, un déficit de près de 1,2 à 1,3 milliard de dollars. Lorsqu'on regarde la structure de la balance des paiements, ce déficit est comblé par 300 à 400 millions que l'on reçoit comme dons, comme prêts venant des pays amis ou des institutions internationales. Par contre, le gros de ce déficit, les 1,2 milliards, 2,3 milliards de déficit, est comblé essentiellement par les transferts de la diaspora. La Banque centrale d'Haïti, je dois dire, a su bien mener 2 choses. La conduite de la politique monétaire pour la stabilité des prix et de 2, la supervision des banques. Et je crois qu'au niveau de la Caraïbe, la Banque centrale, le système bancaire haïtien est l'un des systèmes les mieux supervisés en termes de contrôle de la gestion des risques au niveau des différentes institutions de ce pays. L'économie haïtienne a échappé à cette crise financière au niveau mondial, justement à cause de ces facteurs extrêmement importants. Mais je mettrais ce facteur à 30%. 70%, on a échappé à cette crise par sous-développement. Parce que le système financier haïtien est sous-développé. Il n'y a pas vraiment un marché financier en Haïti. Et ce marché financier en Haïti n'est pas connecté au marché international, comme cela a été le cas dans beaucoup de pays de l'Amérique latine. Donc eux, ce sont des pays qui ont été pénétrés par le capital international en termes d'investissement et vice-versa. Donc pour nous en Haïti, c'est encore un marché autarcique, je dirais.